Si vous pensez que la pomme de terre est la reine incontestée des cultures de survie, vous pariez la sécurité alimentaire de votre famille sur un mensonge fragile. Ne vous méprenez pas, les pommes de terre sont excellentes jusqu'à ce que la température chute brutalement. Un seul gel sévère avant la récolte et toute votre culture de pommes de terre se transforme en une bouillie noire et putride. Une seule défaillance dans la ventilation de votre cave à légumes et des mois de travail acharné se dissolvent en une flaque toxique. Mais il existe une autre voie, une racine qui ne se contente pas de tolérer le froid glacial, elle s'y épanouit. Pendant que vos pommes de terre meurent, cette plante agit comme une véritable machine biologique. Elle convertit ses amidons en sucre, devenant plus douce, plus dense et plus nutritive à mesure que la neige s'accumule. Elle produit presque le double de biomasse par hectare par rapport aux pommes de terre dans un sol pauvre. Elle contient 2 fois plus de vitamine C et elle peut rester dans un simple trou dans votre jardin pendant 6 mois sans électricité, restant aussi croquante que le jour où vous l'avez arrachée. Dans les hivers les plus sombres de l'histoire, quand le blé manquait et que les pommes de terre pourrissaient, c'était la seule chose qui séparait des nations entières de la famine. On l'appelle la racine de guerre. Mais je dois vous arrêter tout de suite. Avant de vous précipiter pour en chercher dans la nature ou pour en planter un hectare, vous devez entendre un avertissement critique. Ce n'est pas une carotte inoffensive. Premièrement, si vous pratiquez la cueillette sauvage, cette plante possède un jumeau trompeur dans la nature. Pour un œil non averti, leurs fans se ressemblent de manière terrifiante. Mais alors que l'une est un super aliment, l'autre est un imposteur toxique qui peut vous envoyer à l'hôpital en quelques heures. Deuxièmement, même si vous la cultivez dans votre propre jardin, cette racine détient un mécanisme de défense chimique caché. Si vous la mangez crue en grande quantité en pensant que c'est juste un encas croquant, elle peut discrètement interférer avec votre thyroïde et votre santé hormonale. Ne partez pas, car la différence entre le poison et le remède n'est qu'une question de technique. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai la règle d'identification en 3 points pour repérer l'imposteur instantanément et la méthode simple de désactivation thermique pour libérer toute la puissance de ce super aliment de survie en toute sécurité. Voici l'histoire du rutabaga. Pour comprendre pourquoi cette racine laide mérite toute votre attention, nous ne regardons pas un livre de jardinage. Nous regardons l'histoire du désespoir humain. Nous devons voyager dans le temps jusqu'à un hiver glacial spécifique, l'Allemagne de 1916. La Première Guerre mondiale faisait rage. La Royal Navy britannique avait établi un blocus si serré que les puissances centrales étouffaient. Les importations d'engrais ont cessé. La récolte de blé a échoué. Puis, un mildiou massif a anéanti la culture de pommes de terre. Le peuple allemand fixait l'abîme de la famine. Dans les livres d'histoire, cette période porte un nom qui fait encore frissonner ceux qui l'ont vécu. Le Steck-Rubenwinter, l'hiver des rutabagas. Le gouvernement a saisi tous les stocks de rutabagas. Avant la guerre, ces racines grossières au sommet violet étaient considérées comme du fourrage pour animaux, quelque chose que l'on donnait aux porcs et au bétail pour les engraisser. Elles n'étaient jamais destinées à la table d'une société civilisée. Mais soudain, elles étaient la seule chose qui restait. Pendant 6 mois gelés, une nation entière n'a mangé que du rutabaga. Ils mangeaient de la soupe de rutabaga au petit déjeuner, des côtelettes de rutabaga au déjeuner, des gâteaux de rutabaga au dîner. Ils le séchaient et le broyaient pour en faire un substitut amer au café. Ils le réduisaient en purée pour en faire de la farine et cuire un pain lourd et humide. C'était misérable, c'était monotone. Mais voici le basculement cognitif que vous devez comprendre. Ça a fonctionné. Alors que la pomme de terre les avait trahis et que le blé avait disparu, le rutabaga a tenu la ligne de front. Il a fourni assez de vitamine C pour prévenir le scorbut dans une population qui n'avait pas vu un fruit frais depuis des années. Il a fourni des glucides denses, à combustion lente,
qui ont maintenu les soldats et les civils en vie dans des tranchées sous zéro et des appartements non chauffés. C'était l'encre biologique qui a empêché une civilisation de dériver vers l'extinction totale. Le rutabaga a prouvé qu'il était l'atout de survie ultime. Il poussait là où rien d'autre ne le pouvait. Il se conservait là où rien d'autre ne le permettait. Mais voici le paradoxe. On pourrait penser qu'après avoir sauvé des millions de vies, nous construirions des statues pour cette plante, que nous la planterions dans chaque jardin comme filet de sécurité. Nous avons fait exactement le contraire. Au lieu de l'honorer, nous l'avons enterrée. Nous l'avons effacée de nos menus et repoussée dans l'auge des animaux. Pourquoi cette plante a-t-elle cessé de plaire? A-t-elle perdu ses nutriments? Non, elle a commis un crime d'un autre genre. Elle était trop laide pour le monde moderne. Alors, si cette racine est un réservoir nutritionnel capable de survivre à un blocus, pourquoi n'est-elle pas dans chaque potager? Pourquoi devez-vous la traquer dans le coin poussiéreux du rayon des fruits et légumes, généralement recouverte d'une épaisse couche de cire à base de pétrole? La réponse facile, c'est le goût. Les gens disent que c'est trop amer, mais c'est une excuse paresseuse. Nous mangeons du chou frisé, nous buvons du café noir, nous aimons le chocolat noir. L'amertume n'est pas le problème. Le problème, c'est la commodité industrielle. Vous voyez, le système alimentaire moderne déteste l'irrégularité. La pomme de terre a gagné le concours de popularité, non pas parce qu'elle est meilleure pour vous, mais parce qu'elle est meilleure pour les machines. Une pomme de terre est relativement lisse, facile à éplucher mécaniquement et parfaite pour être tranchée en frites ou en chips uniformes. Elle s'adapte au moule de la restauration rapide. Le rutabaga, lui, est un rebelle. Il est bosselé. Il a une peau épaisse et noueuse qui exige un effort pour être retiré. Il a un collet coriace où les feuilles s'attachent. Vous ne pouvez pas simplement jeter 1000 rutabagas dans un éplucheur automatique et attendre un résultat parfait. Il résiste au processus industriel. Et puis, il y a le stigmate de la pauvreté. Pendant des décennies après les 2 guerres mondiales, le rutabaga a été marqué comme une nourriture de famine. Si vous mangiez des rutabagas, cela signifiait que vous ne pouviez pas vous offrir de la viande ou des pommes de terre. C'était la nourriture des désespérés. Mon propre grand-père a refusé d'y toucher jusqu'au jour de sa mort, car la seule odeur lui rappelait les tranchées gelées. Nous avons donc collectivement décidé de l'effacer. Nous avons choisi la pomme de terre polie et facile à transformer, et nous avons repoussé le robuste rutabaga dans l'ombre. Mais voici l'ironie qui devrait vous mettre en colère. En choisissant la commodité, nous avons troqué notre résilience. Nous avons construit un système alimentaire qui dépend d'unités de stockage parfaitement climatisées et d'énormes quantités de pesticides pour maintenir les pommes de terre en vie. Nous avons jeté le bunker biologique parce qu'il était trop difficile à éplucher. Mais alors que les supermarchés étaient occupés à le bannir, les biologistes le passaient au microscope, et ce qu'ils ont trouvé est embarrassant pour l'industrie de la pomme de terre. Lorsque vous enlevez le stigmate et que vous regardez les données brutes, le rutabaga n'est pas seulement une alternative, c'est un carburant métabolique supérieur. Regardons la science de plus près. D'abord, vous devez comprendre ce qu'est réellement cette chose. Le rutabaga, ou Brassica napus, est un hybride naturel, l'enfant amoureux accidentel entre un navet et un chou. En biologie, il existe un phénomène appelé vigueur hybride, ou hétérosis. La progéniture est souvent plus forte, plus grande et plus résiliente que l'un ou l'autre de ses parents. Le rutabaga a hérité de la taille massive de la racine du navet et de la rusticité au froid ainsi que de la structure dense des feuilles du chou. C'est un chef-d'œuvre génétique. Selon les données nutritionnelles, quand on les compare gramme pour gramme, alors qu'une pomme de terre est essentiellement un paquet d'amidon, environ 17% de glucides avec un peu de potassium, le rutabaga est un régulateur métabolique. Il contient presque moitié moins de glucides qu'une pomme de terre.
Mais ne vous laissez pas tromper. Il ne s'agit pas de faire un régime. Il s'agit d'énergie durable. Sa charge glycémique est plus faible, ce qui signifie qu'il ne fait pas grimper votre glycémie en flèche pour vous faire chuter plus tard. C'est un facteur crucial lorsque vous êtes sous stress dans une situation de survie. Mais la statistique vraiment impressionnante, c'est la vitamine C. Au cœur de l'hiver, la vitamine C est le nutriment le plus difficile à trouver. Le scorbut a été le plus grand tueur de marins et de soldats pendant des siècles. Une pomme de terre contient un peu de vitamine C, oui, mais elle se dégrade rapidement pendant le stockage. Le rutabaga, lui, en est gorgé. Jusqu'à 40 ou 50% de vos besoins quotidiens dans une seule tasse. Et parce que la racine est si dense, cette vitamine C est protégée. Vous pouvez sortir un rutabaga d'un silo en février, 3 mois après la récolte, et il conserve toujours son intégrité nutritionnelle. C'est effectivement une pilule de vitamine vivante. De plus, les recherches sur les légumes crucifères ont identifié des composés puissants appelés glucosinolates. Ce sont les produits chimiques soufrés qui donnent au rutabaga son léger piquant. Dans la nature, ce sont des pesticides naturels qui empêchent les champignons et les insectes de manger la racine. À l'intérieur de votre corps, la science suggère que ces composés déclenchent vos propres systèmes de défense antioxydants. Ainsi, alors que la pomme de terre se contente de maintenir votre nombre de calories, le rutabaga combat activement l'inflammation et fortifie votre système immunitaire contre le froid. La science est indéniable. C'est une usine à vitamines qui fonctionne à la glace et à la terre. Mais toute cette puissance potentielle est inutile et potentiellement dangereuse si vous ne connaissez pas les règles d'engagement. Rappelez-vous l'imposteur et l'avertissement sur la thyroïde que j'ai mentionné au début. L'ignorance est ce qui les rend dangereux. La connaissance les rend insignifiants. Transformons donc cette théorie en arme. Voici exactement comment identifier, cultiver et neutraliser la menace pour reconquérir cet atout. Vous ne vous contentez pas de planter des rutabagas, vous les concevez. Tout d'abord, désarmons les pièges. La règle de la cueillette sauvage. Si vous fouillez la nature et voyez une plante qui ressemble à une carotte sauvage ou à un panais près de l'eau, n'y touchez pas. C'est probablement l'habitat de la ciguë aquatique. La différence clé réside dans la structure de la racine. Le rutabaga est une racine pivotante unique, solide et bulbeuse, comme une toupie. La ciguë aquatique possède un amas de petits tubercules en forme de doigts qui sentent le moisi. Règle d'or, si vous ne l'avez pas planté et qu'il y a des taches pourpres sur la tige, passez votre chemin. Le risque ne vaut pas la récompense calorique. Tenez-vous-en à cultiver vos propres spécimens. Ensuite, la solution de préparation. Les composés supprimant la thyroïde dans les rutabagas sont sensibles à la chaleur. C'est pourquoi vous ne devriez jamais compter sur le rutabaga cru comme base de votre alimentation. La solution est simple, cuisinez-le. Bouillir, rôtir ou cuire à la vapeur désactive l'enzyme responsable de l'activité goitrogène. En appliquant de la chaleur, vous transformez une toxine potentielle en un carburant sûr et de haute densité. Maintenant, passons à la stratégie de culture. C'est là que la plupart des jardiniers échouent parce qu'ils le traitent comme un radis de printemps. Stratégie numéro 1. Le démarrage tardif. Ne plantez pas cela au printemps. Si vous plantez le rutabaga quand il fait chaud, il devient ligneux, amer et dur comme de la semelle. Vous voulez planifier votre plantation pour que la racine mûrisse dans le froid. Comptez 90 jours à rebours à partir de votre première date de gel prévue, généralement au milieu de l'été. C'est votre fenêtre de plantation. Stratégie numéro 2. Le protocole d'adoucissement par le gel. Quand le premier gel frappe, vos voisins se précipiteront pour arracher leur culture. Vous ne faites rien. Vous attendez. C'est là que la magie opère. Lorsque la température descend près de zéro, le rutabaga réalise que l'eau à l'intérieur de ses cellules
pourrait geler et rompre les parois cellulaires. Alors, il déclenche un mécanisme de survie. Il convertit rapidement ces amidons stockés en sucre. L'eau sucrée gèle à une température plus basse que l'eau pure. C'est son antigel naturel. En laissant vos rutabagas en terre pendant les premiers gels légers, vous fabriquez littéralement du sucre. Le résultat est une racine remarquablement douce, tendre et riche en saveurs. Vous ne pouvez pas acheter ce goût dans un supermarché car ils ont été récoltés trop tôt pour le transport. Stratégie numéro 3, le stockage en silos de terre. Vous n'avez pas besoin de réfrigérateur. Vous pouvez construire un clamp. Creusez une fosse peu profonde, tapissez-la de paille, empilez vos rutabagas en pyramide et recouvrez-les de plus de paille et d'une couche de terre. Laissez une petite touffe de paille au sommet pour la ventilation. Dans ce simple monticule de terre, un rutabaga restera frais pendant 4 à 6 mois. C'est un réfrigérateur à zéro électricité que nos ancêtres ont utilisé pendant des millénaires. Nous vivons dans un monde de chaînes d'approvisionnement fragiles. Nous avons vu à quelle vitesse les étagères peuvent se vider. Comptez uniquement sur l'épicerie, ou même sur des cultures capricieuses comme les pommes de terre qui exigent des conditions parfaites, est un pari risqué. Le rutabaga est laid, il est coriace. Il demande du travail, mais il est fidèle. Quand le gel tue les poivrons, que le mildiou emporte les pommes de terre et que les camions cessent de rouler, le rutabaga sera là, à vous attendre sous la neige, prêt à vous nourrir. Ne laissez pas le système alimentaire industriel dicter ce que vous mangez. Ne laissez pas la peur d'un peu de terre ou d'une peau épaisse vous arrêter. Récupérez la racine de guerre. Ajoutez cette couche d'armure à votre jardin, car la véritable indépendance ne commence pas avec une arme. Elle commence avec une graine qui refuse de mourir. Je suis l'architecte de la nature reconquise. Construisez vos systèmes, cultivez vos atouts, et je vous verrai à la prochaine récolte.